Bonjour, shalom, salam alaikum. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse de ce jour, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Et nous sommes le lundi 14 octobre 2019. Michel Koko Vitogbe Tomega qui manie les boutons de la console technique pendant que Géraud Dakoucha enregistre l'émission aussi bien en son qu'en image qu'il mettra à votre disposition dès que nous aurons terminé au studio. Et les voix que vous allez écouter aujourd'hui viennent de confrères et d'invités. Notre invité déjà en poste au studio, Pascal Do-Agbové, bonjour. Bonjour frère Sass, bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Le directeur exécutif de l'ONG IJD, notre consultant en matière de décentralisation. Les choses s'accélèrent ces derniers temps. Nous avons souhaité que Pascal se libère et vienne éclairer un peu notre lanterne à la matière. Merci pour votre disponibilité. C'est un plaisir. Le confrère Uriel Nyang de Mega Info, bonjour. Bonjour Innocent, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour à tous les Togolais de la diaspora. De la diaspora et notamment de la préfecture de la Bina où il s'est joué hier, le week-end dernier, la grande finale de ce tournoi de fraternité initié par les cadres de la préfecture de la Bina. Je croyais que vous y étiez, Uriel. Je n'y étais pas malheureusement, mais j'ai salué quand même l'initiative parce que tout ce que les autorités et cadres prennent en faveur de la promotion de la paix, du vivre ensemble, ce n'est qu'à saluer. Le tournoi s'est joué depuis qu'il a démarré. Hier, c'était la finale. C'est une bonne chose que ces initiatives-là se perpétuent pour que la jeunesse aussi puisse apprendre à améliorer les valeurs de la paix et du vivre ensemble. Mais sauf que j'ai déploré une chose de la part des cadres de la Bina, ceux qui sont un peu nuls en communication. Tout ce là, vous parlez de vos frères, ça? Oui, mais c'est mes frères. On se côtoie, on se connaît très bien. Ils sont un peu nuls en communication. Quand vous organisez de tels genres d'événements ou de tels genres de compétitions, il faut aussi les promouvoir à travers la communication. La communication, ce n'est pas seulement la TVT, la communication, ce n'est pas Radio Cara. La communication, c'est à travers les médias, les autres médias, la presse écrite, la presse en ligne. La communication, c'est pas faire amener quelqu'un de la communication unique en son genre à Pagoda pour couvrir les événements. Il faut faire valoir ce que vous produisez chaque jour, puisque j'ai eu à entendre que c'est une initiative personnelle du président de la République. Le président de la République aime la communication, il aime qu'on fasse savoir ce qu'on fait partout. Et la Bina ne fait pas exception. Quand vous organisez de tels genres de compétitions, il faut les promouvoir vraiment à travers la communication. Désormais, j'invite mes grands frères à ne pas oublier tous les médias. Même pourquoi ne pas inviter Canal FM pour retransmettre en direct les matchs. Alors pour l'appréciation de la communication, là, c'est un jeune frère de la Bina, journaliste qui adresse une petite pique à ses aînés, aussi bien les aînés que le jeune apprécieront. Mais juste pour revenir terminer avec ce tournoi et rappeler que la cérémonie de la grande finale a été présidée par le ministre en charge des sports, Foli Basi Katari, qui a vu dans cette initiative un exemple que les autres préfectures pourraient copier, pourquoi pas. Et à cette finale, d'après le reportage que j'ai pu suivre sur la TVT, une bonne partie des cadres de la Bina y étaient. J'ai vu le ministre d'État, Solitoki Essor, Tibus Mangim. Il y avait le ministre Pré Simfetcheou. Et il y avait également le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trémois et d'autres amis galonnés. Voilà. Et avec l'espoir que la Bina aura une équipe prochainement en première division ici. Non, est-ce que c'était l'objectif de faire sortir une équipe préfectorale? La Bina a déjà une équipe. La Bina a une équipe. Mais moi, qui jouerait en première division? Bon, actuellement en deuxième division, je crois.
Moi, je pense que c'est pour promouvoir la paix, le vivre ensemble. Et comme nous le savons, les compétitions, dans la plupart des cas, ne le nions pas, ce sont des compétitions politico-sportives. Et ça, bon, c'est de bonne guerre. Moi, les enfants de la Bina, ils n'aiment que le sport. Donc, il faut aussi construire les stades pour eux. Merci. Quand Uriel appréciait la communication autour de cet événement, je me rappelle un média qui a écrit ce matin que le gouvernement togolais a un talon d'Achille, c'est la communication, que ce média également qualifie de nul. Ceux qui sont interpellés à la matière seront appréciés. Revenons aussi au studio avec notre pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Horace. Horace, c'est ce grand écrivain de l'Antiquité romaine qui a écrit « Dominez vos pensées ou ce sont vos pensées qui vous domineront ». Dominez vos pensées ou ce sont vos pensées qui vous domineront. Eh bien, Pascal Edo Agbové, Uriel Enyang et les autres confrères que j'attends incessamment dans ce studio, faisons l'effort de dominer nos pensées et que ce ne soit pas plutôt nos pensées qui nous dominent. D'autant plus que nous allons aborder un sujet assez délicat. Nous allons parler de nos corps habillés. Les corps habillés à l'endroit et à l'envers. Commençons par l'école de police de Davier qui a eu à former les policiers ces derniers temps. C'est en matière de maintien de l'ordre et de gestion des manifestations en période électorale. À la clôture, Uriel, vous avez vu les reportages à la clôture, le ministre Yak Damehan qui rappelait aux policiers formés que les manifestants qu'ils allaient éventuellement réprimer demeurent leurs frères et des gens qui ont le droit de manifester leur mécontentement, même si la façon n'y est toujours pas. Et cette formation a été sponsorisée, parrainée par le système des Nations Unies. Et j'ai vu la représentante résidente de l'UNICEF qui a fait un discours dans lequel elle a félicité les jeunes policiers. Alors, Uriel Enyang, sur la foi de ce que nous avons pu suivre sur les médias publics, on peut présager que la police du moins est déjà bien formée pour gérer les manifestations, d'autant plus que nous entrons incessamment en période électorale. Oui, la police, comme d'habitude, elle fait son travail. Je ne sais pas si il lui arrive de faire le contraire de ce qu'on lui demande. Elle est formée pour non seulement encadrer les manifestations, c'est pour notre sécurité à nous tous, c'est pour notre sécurité. Ils sont là pour nous sécuriser, pour se sécuriser eux-mêmes aussi. Nous osons croire que désormais, ensemble avec les citoyens que nous sommes, nous allons être des complices pour ne pas connaître les violences. Je ne maîtrise pas les contenus des cours qu'ils suivent après la formation physique, mais je suis certain qu'on leur dit que vous êtes formés pour sécuriser tous les citoyens sans exception, y compris les élections, y compris les mouvements, y compris tout mouvement confondu. Donc ils sont là pour nous, ils n'ont qu'à faire leur travail avec méthode et professionnalisme. Merci. Lucien Jossou-Vincent que nous accueillons. Bonjour Lucien. Bonjour Sas, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Toujours tiré à 4 épingles. C'est tout à fait normal. Avec une cravate rouge à pois un peu noir. C'est le choix aujourd'hui. Merci beaucoup. Didier Assogba, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Didier Assogba qui marche dans les pas de son grand-père. En principe, c'est Didier qui devrait être au studio pour accueillir son grand-père. Oui. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Eh bien, c'est avec vous deux que nous enchaînons avec nos corps habillés. Et cette fois-ci, c'est le confrère Togo Matin qui nous parle des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers togolais qui viennent d'être formés. Et là, Togo Matin écrit, le corps des sapeurs-pompiers bénéficie d'un recyclage. 3 instructeurs militaires pompiers en provenance des éléments français du Sénégal ont contribué au recyclage des connaissances de leurs camarades du corps des sapeurs-pompiers. C'était à Lomé du 30 septembre au 4 octobre dernier. Didier Assogba, nous connaissons une saison, un temps difficile avec les pluies abondantes qui nous causent des inondations par-ci par-là. Rien de plus que les sapeurs-pompiers soient bien formés pour nous secourir, aussi bien pour
problème de pluie que incendie éventuellement et autres accidents. Oui, c'est une bonne nouvelle, une très bonne initiative en ce moment où nous connaissons des averses de pluie sur toute l'étendue du territoire, avec des zones inondées, des quartiers tout entiers qui se retrouvent dans l'eau, et des gens qui n'ont pas de toit, ne savent pas où donner la tête actuellement. Et à chaque fois, les sapeurs-pompiers sont sollicités un peu partout. Ils doivent savoir comment aider certaines fois les populations à repêcher ce qui est possible encore de l'eau, et à savoir comment les reloger et tout ça. C'est une bonne initiative que ce recyclage vienne en ce moment. On aurait souhaité que ça vienne beaucoup plus tôt en prélude, mais bon, vaut mieux tard que jamais, dit-on. Et c'est une bonne nouvelle que nos forces du feu, de l'eau, soient recyclées et que leur capacité soit renforcée de nouveau pour pouvoir assister les populations en ce moment difficile. Dans le sillage du recyclage, il faut que les moyens techniques et matériels financiers suivent, et surtout les moyens humains pour que les sapeurs-pompiers puissent être vraiment déconcentrés dans les grandes villes un peu partout, que ce ne soit pas seulement Lomé, Kara, et encore quand on les appelle et qu'ils arrivent en retard encore avec des matériels pas toujours adéquats. Lucien? Vous savez, le problème des sapeurs-pompiers, c'est un problème réel. Et nous n'avons pas de sapeurs-pompiers au Togo, c'est de la plaisanterie. Ça, appelons les choses par leur nom. Peut-être on sera pour ou contre moi, mais c'est la vérité. En principe, Lomé est une ville qui s'étend énormément. Bon, il fallait décentraliser. Chaque quartier ou bien chaque groupe de quartier doit avoir, comme on fait le commissariat, doit avoir son garnison de sapeurs-pompiers. Maintenant, quand on appelle quelqu'un, quand il y a un problème, je ne parle pas des périodes de pluie. J'ai vu ce qui s'est passé pas plus tard qu'hier à Tokyo, qui est la capitale d'un pays très développé. Mais ça, c'est des choses, ne pouvons pas prendre ça comme exemple. Mais d'une manière générale, appeler les sapeurs-pompiers, c'est le parcours de combattants. Et puis ils arrivent parfois, mais ils n'ont pas d'eau dans leur véhicule. Non. Cette affaire-là, leur formation du 30 septembre au 4 octobre, là, c'est de la poudre aux yeux. Il faut revoir sérieusement les choses. Sérieusement. Ils doivent être dotés de matériel roulant, de matériel de toutes sortes. Et il faut nécessairement, dans toute la ville de Lomé, regardez où est-ce que vous trouvez encore une autre garnison de sapeurs-pompiers. C'est pas possible. Maintenant, vous me parlez, vous, de l'intérieur. Ah, Lomé, même il n'en a pas. Mais Lomé est une capitale qui... Merci, c'est pourquoi nous avons souhaité, maintenant que les éléments sont recyclés, il faut que les moyens, aussi bien humains, techniques, financiers, suivent. Mais nous continuons... Mais ce que dit le doyen n'est pas faux. Non, c'est vrai. N'est pas faux, c'est trop vrai, parce que il suffit pas... Non, c'est ce qu'il dit. Il peut-être l'avoir vécu une fois. Moi, tu es témoin, j'ai eu un accident. Et le temps que les sapeurs-pompiers ont mis pour venir nous prendre. Tu es mort depuis. Si Dieu n'avait pas, ne nous avait pas accordé sa grâce de vivre, on aurait pu mourir sur la voie. Donc ce qu'on dit, c'est trop vrai, c'est vrai les formations, d'accord, mais il faut en même temps qu'on forme les gens, les équiper, et pour que déconcentrer le service, d'abord à Lomé, puis à l'intérieur, pour que des situations difficiles ne Merci. Nous continuons avec les corps habillés. Et cette fois-ci, c'est le confrère Focus Info qui nous informe que 152 commandos viennent d'être formés et versés dans le corps du régiment commando de la garde présidentielle. C'est la 26e promotion en la matière et des nouveaux commandos pour la sécurité de l'institution présidente de la République. Nous passons à la page 2 du confrère Le Télégramme du Togo qui écrit « Bavure à Davier. Des forestiers victimes d'agressions sanglantes de la part de leurs frères d'armes. » Didier Assogba, vous avez sans doute connaissance de cette information qui a circulé le week-end et nous avons recoupé, c'est vrai. Donc, il y a un camion militaire qui était chargé de produits ligneux et qui est passé devant les agents forestiers à Davier. Malgré leur sommation, le camion militaire a continué son chemin.
les forestiers l'ont poursuivi jusqu'à pouvoir identifier la plaque d'immatriculation pour suite à donner. Et puis quelques temps après, c'est des commandos militaires qui ont débarqué à Davier. La suite, vous la connaissez bien, Didier. Oui, évidemment, c'est déplorable. C'est déplorable qu'ils ne puissent pas avoir une réelle coordination entre nos différentes unités de forces de l'ordre, qu'on soit, comment dire, aujourd'hui c'est le BIR, avant c'était le FIR, ou la FIR, je sais pas. La FIR avant, aujourd'hui c'est le BIR, et que les éléments du BIR fassent quelque chose qui est contre la loi et que leurs collègues forestiers cherchent à les interpeller, pas les arrêter, mais à les contrôler, et que ça soit un crime de lèse-majesté, et que qu'on retourne et qu'on envoie un détachement qui vienne les bastonner, alors qu'on soit pratiquement du même corps des forces de défense et de sécurité. C'est ahurissant. C'est ahurissant qu'on soit encore en 2019 au Togo à suivre des événements comme ça. C'est déplorable que cela arrive et que surtout les autorités ne réagissent pas. Dans des cas comme ça, on aurait pu avoir droit à un communiqué, soit de l'état-major et tout ça pour situer l'opinion, parce que quand on laisse comme ça, c'est la porte ouverte à toutes les suspicions. Mais Dieu merci, on a aujourd'hui les moyens de vérification qui permettent de savoir que cette information, elle est trop vraie, et c'est déplorable que d'autres éléments d'autres forces de sécurité du Togo aillent s'en prendre à d'autres qui sont dans l'exercice de leurs fonctions. Le transport des produits forestiers ligneux a été interdit depuis plusieurs mois. Réglementé, oui, mais interdit, on va dire presque, parce qu'il n'y a pas vraiment de bois qui vient encore à Lomé en tant que tel. Et si des militaires, sur ordre de quelqu'un, au perché peut-être, décident de violer la réglementation et qui passe et que on les interpelle, ils veulent pas obtempérer, il va falloir véritablement que les autorités creusent dans cette affaire-là pour savoir qui a décidé de violer la réglementation et qui a décidé d'envoyer un détachement là-bas pour aller tabasser d'autres Togolais, d'autres forces de l'ordre et de sécurité du Togo qui sont en poste en train de faire leur travail. Si ça nous interpelle tous, Didier Assogbala a relevé, c'est le gouvernement togolais qui a réglementé le transport des produits ligneux. C'est le gouvernement togolais qui a créé le corps des gardes forestiers qui doivent s'assurer qu'il n'y a pas de contrebande, que tout est réglementaire. Alors dans ce jeu-là, Uriel Enyang, est-ce que les militaires sont tenus de se soumettre au contrôle des agents forestiers? Et puis est-ce que ce n'est pas là une lutte d'hégémonie dans nos corps habillés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intouchables de la part des autres? Justement, lorsque j'ai lu l'information, comme d'habitude, je suis allé me renseigner auprès d'une hiérarchie militaire pour voir si tel est le cas. Est-ce que les militaires ont le droit? Est-ce qu'il est mentionné, écrit quelque part, que face à cette situation, les militaires, on peut envoyer un détachement? D'abord, est-ce que les militaires sont tenus de se soumettre au contrôle des gardes forestiers? Mais tout à fait. Aucun citoyen n'est exclu de ce contrôle de l'exploitation des produits ligneux. Aucun citoyen n'est exclu. Tout le monde doit s'y soumettre. Mais la question que moi j'ai posée, est-ce que c'est écrit quelque part que les militaires, en face à cette situation, peuvent en retourner en bataillon pour poser les actes qu'ils ont déjà posés là-bas à Davier? On m'a dit non, que ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Maintenant qui a commandité l'acte. Mais Didier disait que c'était en réalité au gouvernement ou au ministre en charge de donner une communication. Notamment le ministère de la Défense, oui, des anciens combattants. Mais attention, dans ces cas, dans ce type d'événement, on ne peut pas communiquer. On ne peut pas communiquer. N'oublions pas que nous avons affaire à des forces de l'ordre de sécurité. On a affaire aux militaires. La communication peut créer aussi autre problème. Mais actuellement, ce n'est pas qu'il y a le silence. Non, des gens sont déjà sous sanction. On ne peut pas, on communique, on va créer encore autre problème. C'est qu'il y a que moi, je souhaiterais personnellement que ces gens-là qui se font des surhommes, qui se font des dieux,
qui se disent que non, telle loi de la constitution togolaise, moi je suis supérieur, que ces gens-là commencent par tomber, que cette tête-là commence par tomber. Sinon, un jour, on rentrera ça chez vous pour vous battre. On sort, on ne dit rien. Merci Lucien. Il y a deux problèmes qui se posent là. Est-ce que pourquoi les militaires ne se sont pas soumis au contrôle des gardes forestiers? Ça c'est d'un. Et de deux, qui a ordonné que ce détachement-là quitte le camp militaire pour aller s'en prendre à des gens, à des gardes forestiers qui n'étaient que dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions? On a le sentiment que le Togo est animé par des journalistes qui sont des ignorants. Vous ne savez pas ce qui se passe au ministère de l'Environnement, qui est un véritable panier à crabe. Tous les officiers supérieurs, à quelques exceptions près, 90% sont tous des vendeurs de bois. Je peux te donner des preuves. Vous l'affirmez publiquement. Mais je le dis, si quelqu'un veut, il n'a qu'à me démentir. Je connais ce dossier. C'est le ministre là. Celui qui vient d'arriver là. Ola Dokun, David. Qui a pris le taureau par les cornes. Voilà les conséquences. Mais Johnson André s'amusait, il était lui-même un gros vendeur de bois. Tous les officiers ont leur réseau de trafic de bois. Ils arrivent même à obtenir des fausses autorisations. Que ce soit au Togo, que ce soit vers le camp. Les militaires ne quittent pas le camp par plaisir. Hein? Tous les militaires sont soumis aux lois de la République. Sans exception. Et un militaire qui appartient à un bataillon ou à un régiment, ne sort pas du camp de lui-même. Il faut qu'il reçoive l'ordre d'un supérieur hiérarchique. D'abord, je vous dis que vous avez les informations, vous n'avez pas tout maîtrisé. Ceux qui sont allés n'étaient pas dans un camion militaire. Si c'est dans un camion militaire, les autres feraient plus attention. C'est des militaires. Ils n'étaient pas même habillés en militaire. Mais c'est encore plus grave. Oh, laisse-moi te dire là. Non, vous avez tu poses de mauvaises questions. Non, dites, Lucien, c'est grave. Si des militaires peuvent quitter un camp à bord de voitures banalisées et aller commettre des exactions dans notre pays qui se veut état de droit, c'est plus inquiétant. Laisse-moi te parler. Eh bien, parlez-nous, Lucien. Quand un général ou un colonel a un bataillon ou un régiment, c'est son affaire. S'il dit à ces gens-là d'aller faire quelque chose, ils le feront. Ils n'ont pas de questions à poser. Donc, le seul fait que les militaires quittent le camp dans un véhicule banalisé, ils sont allés prendre du bois trafiqué, et puis, chemin faisant, on les arrête, ils refusent d'arrêter. C'est l'ordre qu'ils ont reçu de leur supérieur hiérarchique. Et si mes informations sont réelles, c'est un général qui les a envoyés. Bon, maintenant, on ne sait pas lequel. Le Togo a beaucoup de généraux. Donc, le problème est que quand les gens là, les généraux qui sont dans le camp, non contents de leur salaire, veulent s'enrichir, font du commerce, trafic de bois, tout. Mais j'avoue qu'il rend la tâche difficile au président de la République qui a même temps ministre de la Défense. Il lui complique l'existence pour rien. Bon, maintenant, ce qui est encore pire, c'est que les agents de forestiers ont poussé leur curiosité pour voir où va le véhicule. Ils ont constaté que finalement le véhicule est rentré au camp. Et quelques temps après, ils sont revenus. Ceux qui sont revenus là, ils ont même masqué. Ils ne sont pas venus à visage découvert. Ils sont venus leur dire que qui vous a dit de suivre le véhicule du général. Ils les ont tabassés proprement. Ils ont bien maté, ils sont repartis. Maintenant, il y a des généraux au camp, partout. Merci, maintenant, attends. Faites attention. Il faut que nous sachions dans ce pays, il faut que les militaires savent qu'ils sont hauts, ils ne sont pas au-dessous de la loi. Et il faut que les officiers supérieurs qui se permettent de verser dans toutes sortes de trafics fassent très attention. Parce que sinon, c'est pas la peine. C'est pas parce qu'on est détenteur d'armes qu'il faut prendre la République en otage. Merci. Vraiment des préoccupations que les militaires puissent déroger à la loi qui devrait s'imposer à tous, et puis que, comme le dit Lucien, que des officiers de l'armée, de notre armée, versent dans des trafics illicites. Si vous voulez, je donne une liste, je vais publier ça. Publier ça dans votre journal plutôt. Et puis surtout que des officiers... Tu as peur qu'on te casse la gueule? Non. Je voudrais que vous l'écriviez d'abord, après on va commenter. Et puis que des officiers puissent envoyer leurs éléments en tenue et en camion banalisé, le visage masqué, pour commettre des exactions sur un corps de la République. C'est vraiment... il faut vraiment que nous en interpellions directement
le ministre de la Défense qui se trouve être le chef de l'État et tous les corps de l'État, parce que nous voudrions vraiment vivre dans un état de droit. C'est évidemment, c'est évidemment là où j'en venais aujourd'hui quand je disais que qu'on aurait eu droit juste à une mise au point soit du gouvernement, soit du chef de l'État, de l'armée. Mais Uriel a semblé dire qu'on ne devrait pas communiquer. Il faut commencer par communiquer sur ce genre de situation. Non, mais l'armée a un service de communication. Non, ce que je voudrais dire. L'armée a pourquoi l'armée a un service de communication? Si des gens sont identifiés comme tels, le camp dont on parle, on sait qui est le responsable là-bas. On sait à peu près qui peut envoyer des gens de là. Et si les gens sont actuellement sous coup de sanction, on va commencer par les arrêter, les mettre en tôle et tout ça. Il faut commencer par communiquer pour que demain, des gens qui sont tentés par d'autres aventures dans le sens ne puissent pas avoir le courage de continuer par le faire. Le fait que depuis tout le temps, on nous dit qu'on les sanctionne et on ne communique pas. On ne sait pas qui est sanctionné. On dit vaguement que des gens sont sanctionnés, mais quand ils sortent de leur tôle, ce qu'ils font, c'est plus grave que ce qu'ils avaient fait avant. Les trafics en question, les trafics du bois qui quittent le port tout le temps, et les bitnaïs par ici pour aller au Ghana, ils vendent du bois un peu partout, plus d'autres produits illicites et le Togo est identifié en tant que tel comme plaque des trafics bizarres, mais il va falloir qu'on commence par sanctionner des gens qui veulent profiter de leur poste et de leur titre, de leur galon pour mettre le Togo à terre et mettre des autorités en difficulté. Le ministre de la Défense, dans ce cas-là, doit instruire ses services à ce que des gens qui se rendent coupables de cette affaire-là soient publiquement sanctionnés. Merci pour ces préoccupations, d'autant plus que nous approchons de périodes sensibles. Si pendant que nous félicitons les policiers et que le ministre des Nations Unies leur rappelle que les policiers, tout en maintenant l'ordre, sont tenus de respecter les droits de l'homme, pendant que nous exhortons à ce qu'on équipe le cœur des sapeurs-pompiers pour nous sauver en cas de besoin, et que dans ce même temps-là, il y a des militaires même, les grands patrons même, qui ont les armes de feu entre leurs mains. S'ils pouvaient tout se permettre, alors là, vraiment, nous aurions des raisons de nous en inquiéter. Nous prenons notre courage, comme journalistes, d'en parler publiquement, afin que qui de droit se sente interpellé et nous rassure. Ça, c'est très important. Ça, c'est le bois. On sait que c'est de la matière qui pèse, qui est beaucoup. C'est pourquoi on a vu. Comme me posait la question hier un ami, il dit, mais si les militaires usent de leur pouvoir pour trafiquer de telle sorte, et les produits qu'on n'arrive pas à voir facilement, comme la cocaïne, toutes sortes de drogues. N'ouvrons pas la boîte à Pandore, tenons-nous juste à cette cargaison de bois, avec l'espoir que ce que nous disons un peu naïvement dans ce studio tombe dans des oreilles vraiment attentives et bienveillantes. Venons-en maintenant à notre sujet phare de ce jour. Pascal Douagbové, depuis le début de la semaine, le journal officiel du Togo, daté, je crois, du 7 octobre 2019, a publié la liste de nos maires et de leurs agents à la tête des 117 communes. Le télégramme du Togo qui en parle aujourd'hui écrit donc décentralisation au Togo, les 117 maires élus et leurs adjoints, tout cela est officiellement connu, et dans la foulée, nous avons pris connaissance de ce message, de cette correspondance du ministre en charge de la décentralisation, M. Payadoa Boukwesi, qui demande que les passations de main se fassent entre les nouveaux maires élus et les présidents sortants des délégations. Vous avez connaissance aussi bien du journal officiel que de la lettre circulaire du ministre Payadoa, Pascal Douagbové. Oui, évidemment, tout comme vous, j'ai lu le journal officiel, et c'est une chose faite. Donc, je pense que cette semaine, si tout va bien, les passations de service vont commencer. Aujourd'hui, ce lundi 14... Si le calendrier du ministre est suivi depuis ce matin, voilà, ça doit avoir commencé dans les préfectures. Absolument. Bon, maintenant, seulement, le détail que nous avons pu observer, c'est que le ministre a dit que les passations se passent dans les bureaux de la préfecture, alors que du bureau de la préfecture au siège de la mairie, il y a quand même une différence.
Oui, absolument. Je crois que c'est par rapport à la configuration actuelle de notre territoire, puisque avant, on avait des présidences de délégation spéciales qui se limitaient juste aux villes, aux grandes villes et également aux préfectures. Aujourd'hui, nous avons plusieurs communes dans les préfectures. Donc, les présidents de délégation, un président de délégation spéciale aujourd'hui aura à faire la passation de service à plusieurs maires de son territoire, de son ressort territorial. Donc, s'il doit se déplacer, aller vers toutes les mairies de sa commune ou bien de sa préfecture, alors ce serait difficile. C'est pourquoi, à mon avis, c'est pourquoi l'autorité a jugé que le point de passation de service soit peut-être soit maintenu à la préfecture, ou bien ce n'est pas le fait de dire à la préfecture. Pourquoi on a maintenu un seul endroit? Par exemple, quand nous prenons le cas de Lomé, il y a plusieurs maires aujourd'hui. Si on doit faire la passation de service, normalement, le président de délégation spéciale de la commune de Lomé doit aller dans 5 mairies, c'est-à-dire les 5 communes du Golfe. Et si le président de la délégation spéciale... Les 5 communes de la ville de Lomé. De la ville, oui. Bon, disons aujourd'hui, oui, on parle de la préfecture du Golfe, qui a 7 communes. Mais il y a 2 communes qui sont du ressort de la délégation spéciale de préfecture. C'est-à-dire Golfe 6 et Golfe 7. C'est-à-dire, pour simplifier, Bakida et Sagbado. Sagbado. Voilà. Donc, aujourd'hui, si Fogadeno doit faire la passation de service, normalement, il doit faire la passation de service à 5 maires. C'est-à-dire les maires de Golfe, commune Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, Golfe 4, Golfe 5. Et si le président Boka doit faire passation de service, il doit faire la passation de service aux maires de Golfe 6 et Golfe 7 et les autres maires de la préfecture d'Aguenivé. Voilà ce qui devait être fait. Donc, je me dis que c'est compte tenu de ces réalités-là, peut-être qu'on a décidé que ces cérémonies soient faites à un endroit. Voilà ce que c'est mon analyse. Oui, c'est voilà. Votre analyse. Et quant à vous, Lucien? Il faut savoir une chose. Les maires sont des élus du peuple, mais hiérarchiquement, ils dépendent du préfet. En principe, si un maire veut s'adresser à l'État, il crie au préfet de son ressort. C'est le préfet qui transmet au ministre de la territoriale. De la territoriale, ça ira au premier ministre. Mais les maires ont commencé à être écrits directement au premier ministre, ça c'est un problème. Mais je vous dis, ils dépendent des préfectures. Dépendent, ou bien plutôt la préfecture a un droit de regard légal sur l'administration des maires. Mais écoutez, je ne sais pas, vous les journalistes, vous vous amusez trop à... Non, c'est pas journaliste. Les termes ont leur importance. Non, vous vous amusez trop à interpréter les choses. Je dis, hiérarchiquement, les maires dépendent du préfet. De leur territoire. Bon, nous avons un arbitre, parce que le préfet représente s'il vous plaît, je crois que la question qui m'a été posée, de savoir est-ce que je suis au courant que les passations de service auront lieu dans les bureaux de préfecture? Oui. J'ai essayé de répondre parce que aujourd'hui, dans chaque préfecture, nous avons plusieurs communes, donc plusieurs maires. Oui. Mais ce que Lucie vient de dire, est-ce que les maires dépendent hiérarchiquement des préfets? Qui va les installer? Oui, s'il vous plaît, Lucien. C'est un autre débat. Alors, les maires, en tant qu'élus, ne dépendent pas du préfet. Mais le maire, de par leur statut, ils sont aussi agents de l'État. Donc, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont 2 types de rôles. C'est-à-dire qu'ils ont des rôles d'élus et des rôles d'agents de l'État. Voilà. Si le maire travaille en tant qu'élu, il travaille sous la direction du conseil municipal qui est au-dessus de lui. Donc, il se conforme aux décisions, aux délibérations du conseil municipal. Et ses attributions aussi sont définies par la loi. Par endroit, le maire agit aussi en tant qu'agent de l'État pour exécuter certaines tâches que l'État lui confie. Voilà. Alors, dans ce cas, il travaille sous l'autorité du préfet, puisque en réalité, il n'est pas nommé, c'est une personne élue. Donc, logiquement, il n'a pas un supérieur hiérarchique en tant qu'élu. Mais selon la loi, l'article 130, il est précisé qu'il est à la fois élu, représentant la population de sa commune, et en même temps agent de l'État. Voilà. Ce qui fait que certains domaines que la loi ne confie pas aux collectivités territoriales, le maire, il est appelé à un moment donné de mener des actions, de mener des actions dans les domaines qui sont réservés à l'État. Alors, dans ce cas, s'il veut, c'est comme on a augmenté un peu son pouvoir. Donc, normalement, si le maire avait maintenu juste son statut d'élu, il ne pouvait pas, par exemple, intervenir dans le domaine de la sécurité et la sûreté.
puisque ces domaines ne sont pas confiés aux collectivités territoriales. Voilà. Mais le fait que la loi lui confère ce statut d'agent de l'État, on lui donne parfois, la loi lui donne le pouvoir d'intervenir dans le domaine de la sécurité, sûreté et la salubrité publique. Vous comprenez un peu? Donc, s'il veut faire quelque chose qui n'est pas du ressort des collectivités territoriales, c'est-à-dire, dans ce cas, il agit en tant qu'agent de l'État. Et il travaille sous l'autorité du préfet. Parce que c'est le travail du préfet, de l'État, qu'on lui confie de faire sur son territoire. Mais le maire, en tant qu'élu, comme les autres conseillers municipaux, n'ont pas de supérieur hiérarchique. Et ils prennent les décisions conformément à la loi au conseil municipal. Voilà. Donc, le maire, contrairement aux autres conseillers municipaux, a un double casquette. Voilà. Joue le rôle d'élu par moment et le jour d'agent de l'État. Nous souhaitons vraiment un bon apprentissage harmonieux, aussi bien au préfet qu'au maire, même si on peut craindre quelques difficultés au fil du parcours, mais cela se fera. Eh bien, maintenant, nous connaissons, nous savons depuis ce matin, si le calendrier du ministre est respecté, les nouveaux maires sont en train d'entrer en fonction. Ça se fera aujourd'hui, 14 octobre, et demain, 15 octobre. Mais le gros débat, c'est le district autonome du Grand Lomé, et des journaux reviennent là-dessus. Le confrère Nouvelle Opinion qui écrit « Création du district du Grand Lomé ». Nouvelle Opinion y voit une mesure pour contribuer à la gestion saine des communes de la capitale et d'Agoé. Le Télégramme du Togo lui écrit « District autonome du Grand Lomé, on s'est fait comme des rats ». Et le journal revient sur les attributions et fonctionnement du gouverneur. Le gouverneur du district autonome de Lomé, le pare-feu entre Fort Gnassingbé et les nouveaux élus, se demande le Télégramme du Togo, tout comme Fabre et ses collègues du Golfe et d'Agoé-Nivé, dans des rôles de maire d'arrondissement. Et élection locale, l'opposition finalement bernée. Et s'ils démissionnaient tous, se demande le Télégramme du Togo. Quant à Liberté, il écrit décentralisation à la sauce Fort Gnassingbé, arnaque au pluriel, écrit ce journal. Didier Assoba, voilà les titres les confrères qui rivalisent de titres sur la création du district autonome du Grand Lomé. Bon, en fait, le problème se pose parce que les clarifications apportées au niveau du district autonome de Lomé sont venues peut-être après la modification de la Constitution en juin, d'abord, puis dernièrement au Conseil des ministres. Mais vous savez, le projet de Grand Lomé existait depuis. Ça existait depuis les années 2009-2010. Même si on n'a pas vraiment travaillé dans ce sens, ce projet existait. Et l'envie des autorités, c'est toujours d'avoir un statut, comme on l'appelle, une 6e région, pour Lomé et Agoé-Nivé, les préfectures ici. Mais le problème va se poser parce que quand on est élu des maires, des gens veulent travailler dans leur commune et des gens pensent pouvoir faire un certain nombre de choses. Ils ont un certain nombre de projets que des gens pensent mettre en œuvre, sauf que l'État a son agenda, a ses priorités, a ses raisons que tout le monde n'a pas. Et donc aujourd'hui, c'est ce que les autorités ont décidé, de créer un district autonome de Grand Lomé, un statut particulier pour le Grand Lomé, donc qui sera géré par un gouverneur. Le gouverneur a ses attributions. C'est vrai que les conseils municipaux des 13 communes qui vont composer ce district-là vont quand même avoir des gens dans le conseil dans la composition du gouvernorat, mais il se trouve que politiquement ça pose un véritable problème. On va y venir, parce que il y a un débat juridique là-dessus. C'est vrai que c'est la semaine dernière que le gouvernement a étudié le projet de loi portant création et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. Et comme c'est un projet de loi, le processus normal veut que ce projet aille à l'Assemblée avant d'avoir force de loi. Mais le problème, Pascal Edouard Bové, c'est que ce projet de loi vient d'être initié pendant que nous avons déjà fait les élections et qu'on attend que les nouveaux maires entrent en fonction. Alors, quel est le fondement légal de l'action que le gouvernement a posée la semaine dernière? D'accord. D'abord, je tiens à faire quelques précisions, que l'idée du concept du district autonome du Grand Lomé
n'est pas une idée qui vient de naître. C'est une disposition qui est déjà dans la loi modifiée, la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, votée le 31 janvier 2018, c'est-à-dire votée par l'ancienne législature. Au moment où même le Jean-Pierre Fabre, Apevon, Isabelle, qui tout ça était au Parlement. C'était une loi la loi qui a été votée le 31, je le précise encore, la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, votée le 13 mars 2017, a été modifiée le 31 janvier 2018. Et c'est cette nouvelle loi votée le 31 janvier 2018 qui avait annoncé, en fait, avait précisé l'idée de district autonome du Grand Lomé. Je vous lis la loi, c'est ça devant vous. C'est la loi votée le 31 janvier 2018. Et déjà, titre 7 de cette loi, l'article 323 dit: le district autonome est une entité territoriale particulière. Il est régi par des règles de la décentralisation et de la déconcentration. Le district est créé par la loi. L'article 324 dit: le district autonome regroupe un ensemble de communes et de préfectures en tant que collectivité territoriale et de préfectures en tant que subdivision administrative. L'article 325 de cette loi dit: la loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement du district autonome. Donc, d'abord, je tiens à le dire, la loi a précisé l'idée de ce district autonome depuis le 31 janvier 2018. Et cette loi a encore subi de modifications le 25 juin 2019, 4 jours avant le scrutin du 30 juin. Et le lendemain, le 26, le chef de l'État a promulgué cette loi. Et dans cette loi que nous avons actuellement en main, dans cette nouvelle loi relative à la décentralisation et liberté locale, il est précisé qu'il est créé un district autonome du Grand Lomé. Je tiens à le dire. La loi votée le 31 janvier 2018 avait énoncé l'idée du district autonome du Grand Lomé. C'est la loi votée le 25 juin 2019 au Parlement qui a annoncé l'idée de création du district autonome du Grand Lomé, avec pour conseil du district autonome 53 personnes, à savoir le gouverneur, 26 personnalités nommées par en conseil des ministres et 26 conseillers venant des 13 communes du Grand Lomé. Et la loi a précisé qu'une nouvelle loi sera prise pour définir les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce district autonome du Grand Lomé. Donc, le projet de loi que le gouvernement vient d'adopter en conseil de ministres n'est pas une nouvelle initiative du gouvernement, mais c'est une disposition qui est déjà contenue dans la loi relative à la décentralisation et liberté locale que nous sommes en train de respecter maintenant. Donc, c'est juste une nouvelle loi qui vient clarifier quelles sont les attributions, le mode d'organisation de fonctionnement de ce nouveau district autonome du Grand Lomé. Voilà ce que je peux vous dire. En somme, comme en République, nul n'est censé ignorer la loi. Donc nous sommes censés savoir tout ça avant d'être allés aux urnes le 30 juin dernier. Oui, Lucien? Nous les journalistes, nous avons un petit défaut. Quand on a fait le communiqué du Conseil des ministres, on s'est référé à des lois. Et comme M. Agbové vient de le souligner, moi j'ai publié, c'est à cause de ça que j'ai publié intégralement, j'ai fait un extrait du communiqué du Conseil des ministres. Et que dit cette loi? Elle dit: la loi numéro 2018-03 du 31 janvier 2018 a créé le district autonome du Grand Lomé en son article 324-2. Donc, le district du Grand autonome est créé depuis janvier 2018. Non, je tiens à préciser quelque chose. Dans la loi votée le 31 janvier 2018, l'idée de district autonome a été annoncée. Mais c'est qu'on n'a pas précisé dans cette loi que il y aura le Grand Lomé sera considéré comme district autonome. C'est la loi votée le 25 juin 2019. Tout récemment, 5 jours avant le vote, en fait, avant les élections municipales, qui a précisé qu'il a créé un district autonome du Grand Lomé, qui sera dirigé par un conseil du district autonome composé de 53 personnes, dont un gouverneur
qui sera nommé par le président de la République. Voilà ce que nous devons retenir. Merci. Voilà. Donc, l'arsenal juridique existait avant le Conseil de ministres. Ouais, parce que on a fait le micro, Lucien. On a fait cette référence dans le communiqué du Conseil de ministres. Comme il le dit bien, on l'a écrit noir sur blanc ici. Il vient de nous le rappeler. La loi numéro 219-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation aux libertés locales, modifiée par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018, a créé le district autonome du Grand Lomé. La loi qu'on est en train de prendre maintenant, c'est le grand district, c'est les attributions pour permettre le fonctionnement de ce district. Merci. Donc, vous ajoutez du lot moulin de Pascal. Mais c'est vrai, c'est écrit. S'il vous plaît, Lucien, l'arsenal juridique existe bel et bien. On n'a pas raison de faire comme si c'est maintenant qu'on découvrait ça. Voilà. Oui, Uriel Lignan? Oui, moi, j'ai deux préoccupations. Oui, le micro. J'ai deux préoccupations. Je pense que la première est en train de trouver solution. Si telles sont les dispositions relatives à la loi sur la décentralisation et aux libertés locales, ça veut dire que il n'y a plus question d'amener cette... Ce n'est plus une proposition de loi qui doit aller à l'Assemblée nationale. C'est les attributions. Ça, c'est la première préoccupation. Avant cette adoption du gouvernement la dernière fois, quand j'ai pris le document, la loi sur la décentralisation et aux libertés locales, l'année passée déjà, j'ai bien lu, avant cela, on parlait des gouverneurs. Et ces gouverneurs, ça ne concernait pas seulement le district de Lomé. C'est bien mentionné. Après les communes, on a les préfectures, après les préfectures, les régions, et chaque région serait dirigée par un gouverneur. Vous parlez de gouverneur de région. On va y arriver. Le débat actuellement. Restons concentrés sur notre objet. Non, je pense qu'on ne se comprend pas. Le débat à ce jour, c'est le district autonome de Lomé. On ne va pas. Il sera dirigé par un gouverneur. Par un gouverneur. Bon, maintenant, nous venons d'être rappelés. Nous venons de nous rappeler que le cadre existe avant que nous soyons allés aux élections. Mais Pascal Adobé, je sais que vous suivez toute la polémique, pour ne pas dire les émotions que cela charrie dans les organes, dans les émissions, même sur les réseaux sociaux. Comment expliquez-vous cela? D'accord. D'abord, j'ai essayé d'analyser un peu ce que j'ai regretté, c'est qu'on a déjà commencé par jouer le match avant que le gouvernement n'introduise ces tests-là. On aurait pu asseoir la Sénat juridique avant même d'organiser les élections municipales. On ne serait pas à ce stade. Ça dit que les attributions, les fonctionnements auraient dû être fixés avant qu'on aille voter tous ces tests avant d'organiser les élections municipales. Mais ce que je voudrais préciser, quand j'ai analysé un peu l'idée du district autonome du Grand Lomé, j'ai pu retenir trois raisons indissociables. La première, c'est qu'aujourd'hui, la grande ville de Lomé n'a plus une entité représentative. Donc, il est nécessaire d'avoir une entité représentative. Aujourd'hui, nous avons 13 communes dans le Grand Lomé, mais quand il s'agira de parler au nom de Lomé, de la ville de Lomé, il n'y a pas une entité. Donc, il faut forcément trouver une entité pour parler au nom de la grande ville de Lomé. Deuxième raison, Lomé, quoi qu'on dise, c'est la capitale et c'est la tête du Togo. Quiconque arrive au Togo, d'abord, on a une idée du Togo à partir de la capitale. D'où la nécessité, par exemple, de réaliser certains grands projets d'envergure pour donner quand même une bonne image à notre pays. Et alors que, quand nous analysons les compétences des communes, les communes ne sont pas appelées à réaliser certains projets d'envergure. Donc, du coup, il faut une entité pour réaliser ces projets-là. Troisième raison que j'ai pu aussi analyser, vous savez, il y a aussi le souci des dirigeants de pouvoir contrôler la tête du pays. Vous savez que dans tous les pays, quand celui qui est au pouvoir ne maîtrise pas la ville, alors il y a difficulté. Le cas de Turquie est là. On a fait les élections locales. Le président a perdu à la capitale et il a annulé, il a refait. Donc, il y a ce souci. Il a refait, mais il a encore perdu. Oui, voilà, c'est ça. Donc, souvent dans tous les pays, ceux qui sont au pouvoir ont peur de perdre la capitale, surtout dans le contexte de la décentralisation. Et c'est le premier ministre hongrois aussi qui vient de perdre la commune de... Donc ça c'est un peu politique, mais c'est une réalité. Parce que quand
dirigez un pays, vous n'avez pas la maîtrise de la capitale, c'est difficile de pouvoir contrôler certaines choses. Quoi qu'on dise, c'est le Togo qui a la capitale, enfin, c'est le Lomé qui est la tête du Togo. C'est-à-dire que si vous perdez la tête, vraiment, ce serait difficile. Maintenant, ce qu'il faut noter, moi j'ai analysé par rapport, contrairement à l'avis que certains ont donné sur les réseaux sociaux, sur les médias, le gouverneur, le district autonome ne vient pas réduire les prérogatives ou bien les compétences des communes. Non. Le district autonome, en tant qu'une entité territoriale particulière, a ses domaines de compétences. Je voudrais dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs qui nous suivent actuellement, que nous devons tous aller à l'école de la décentralisation. Même les maires n'ont pas tout le pouvoir. Les maires exécutent le programme de développement du pays défini par le gouvernement. C'est juste une délégation de pouvoir. C'est l'État qui leur confère le pouvoir. Et dans la délégation de pouvoir, l'État a toujours réservé certaines attributions, certaines actions qui dépassent leur capacité. On appelle ça le principe de subsidiarité. Voilà, je l'ai dit ça. Donc, il faudrait que les gens comprennent ça très bien, que nous avons des maires, mais les maires ne sont pas appelés à réaliser tous les projets. Je donne juste un exemple. Les maires, par exemple, ne sont pas autorisés à réaliser, par exemple, ou bien à construire les bâtiments du lycée. Vous savez que nous venons de faire une première élection locale. Ça concerne les communes. L'État aura organisé plus tard des élections locales au niveau régional. Et nous aurons bientôt des conseillers régionaux aussi. Donc, quand nous lisons la loi, on parle de collectivité territoriale. Il faudra que les gens pensent que ça se limite juste aux communes. Il y a aussi les régions. Donc, nos conseillers régionaux que nous aurons élus plus tard aussi auront certaines attributions. Et vous savez, quand on parle de l'administration du territoire, il y a la superposition du territoire. C'est-à-dire que tout le territoire togolais est réparti en communes, est divisé en communes. Mais c'est sur le même territoire que les conseils municipaux vont intervenir, c'est sur le même territoire que les conseils régionaux vont intervenir, et c'est sur le même territoire que l'État va intervenir. Du coup, il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement. Sur ces territoires, qu'est-ce que les conseils municipaux sont appelés à faire? Qu'est-ce que les conseils régionaux auront à faire? Et qu'est-ce que l'État même aura à faire sur ces territoires? Voilà. Et même si les autres, c'est vrai que les conseillers municipaux sont, c'est eux qui gèrent la commune. Si les autres acteurs veulent intervenir, ils vont les consulter. Même tous les grands projets de l'État, si l'État veut les réaliser dans les communes, l'État a l'obligation de les consulter. Et ils ont 3 mois pour donner leur avis. Voilà, c'est ce que les textes disent. Oui. Donc, dans le contexte actuel, je me dis que tel que le communiqué est publié, l'État se dit, OK, les compétences qu'on a confiées aux communes là ne sont pas réduites. Le maire de Lomé ou bien le conseil municipal d'une commune du Grand Lomé sont les mêmes que les compétences d'un conseil municipal d'une commune qui est à l'intérieur du pays. Maintenant, dans l'exercice des fonctions, les tâches, les compétences qui dépassent les capacités des communes seront, que l'État même pouvait gérer. Le communiqué dit que l'État pourrait confier ça au district qui sera chargé de réaliser des projets qui dépassent les capacités des communes. Ce qui voudra dire que dans le fonctionnement des communes, les maires qui sont dans le Grand Lomé vont exercer leurs compétences de la même manière que leurs collègues de l'intérieur. Voilà. Maintenant, les grands projets qui engagent la vie de la capitale, l'État pourra les confier au district. Voilà ce que nous pouvons comprendre dans un premier temps. Maintenant, je ne fais pas allusion à la nomination du gouverneur. Ça aussi, c'est notre débat. Pourquoi le gouverneur devait être nommé? Pourquoi le chef de l'État doit nommer 26 personnes pour siéger? Ça, c'est notre débat. Merci. Mais ce que nous devons noter, c'est que le district respecte les principes de la décentralisation et de la déconcentration. Cela suppose que la nomination de ces personnes au sein du conseil respecte le principe de la déconcentration. Mais le fait que, selon la loi, le principe sera géré de manière autonome, aura une personnalité morale et une autonomie financière, cela respecte le principe de la décentralisation. Parce que le gouverneur sera nommé par le chef de l'État, mais il va travailler sous le conseil du district autonome. C'est-à-dire, les grandes décisions du conseil seront prises par le conseil du district autonome. Beaucoup de choses que nous devons apprendre dans les jours à venir, mais il n'empêche que des inquiétudes continuent à s'exprimer suite à ce projet de loi du gouvernement. La preuve, le Liberté qui parle aujourd'hui de visage hideux de la décentralisation au Togo, pendant que le télégramme du Togo dit craindre que les 13 maires de Lomé d'Aguagnévé ne se trouvent réduits à des maires d'arrondissement. Voilà quand même une inquiétude qui ne se laisse pas facilement dissiper. Oui, à première vue, c'est l'impression qu'on a. Mais tel qu'expliqué, et quand on suit un peu la loi,
ce qui est rassurant, c'est de savoir que les maires ne perdent pas leurs prérogatives. Ils vont quand même continuer à faire ce que la loi leur confère de faire, ce que ils sont autorisés à faire au vu de la loi légalement. Les maires vont continuer à le faire, à les exercer. Le marché d'Amoutivé, le gouverneur ne va quand même pas venir gérer. C'est le maire qui va gérer. Les écoles un peu... Oui, oui. Le marché d'Amoutivé, les marchés... Le petit marché d'Amoutivé. Je parle le petit marché. Oui, Amoutivé ici. Le marché qui est tout près de chez nous, là. Ici, de Ranoukopé. Oui, Ranoukopé, oui, c'est le maire. C'est pas non plus, c'est pas le gouverneur qui va venir gérer. Donc, les maires ont quand même des attributions et d'autres choses qu'ils vont faire, mais comme il a expliqué, il va falloir que quelqu'un parle quand même au nom du Grand Lomé, c'est pour tout ça. Et ça a raison d'ailleurs, des raisons politiques. Ça a des raisons politiques. Le gouvernement doit avoir quelqu'un qui parle au nom de tout le Grand Lomé, et quand on fait de grandes cérémonies, qui prend la parole, comme le faisait Fogan Daignon avant, et donc il va falloir qu'il y ait une personnalité comme ça, qui représente le Grand Lomé, qui participe aux cérémonies, aux grandes activités. On peut pas laisser les maires individuellement participer quand on a quelque chose à faire dans Golfe 1, que quelqu'un vienne, et que ça donne pas aussi, ça donne un peu de cacophonie. Donc du coup, on est dans une nouvelle apprentissage. Le problème, c'est que depuis 32 ans, on n'a pas eu à faire, et on redémarre l'apprentissage. D'ici 6 ans, on a beaucoup à apprendre dans cette affaire de décentralisation et de la gestion des maires, le temps d'apprendre avec le gouverneur et tout ça. On a beaucoup à apprendre. Je pense que l'inquiétude, elle est réelle, mais n'ayons pas trop peur pour aller vite en besogne. Les maires ont quand même leurs prérogatives, leurs compétences, ils vont les exercer, et en même temps, on verra tout ce que ça va donner dans 6 ans. Des gens auront des enseignements à tirer. Merci Didier. Plutôt Lucien. Non, ce débat, c'est un débat inutile. Non, c'est pas inutile. Non, c'est pas inutile. Attends. Non, c'est pas inutile. Mais attendez là. Non. Mais ne coupe pas. Non, mais je peux vous couper. Je vais dire débat n'est pas inutile. Je vais dire pourquoi je dis que c'est inutile. Oui, mais d'accord, on n'est pas d'accord, mais laisse-moi m'expliquer. Okay. Ce débat est inutile parce que, à mon avis, c'est mal orienté. Dans notre profession, en tant que journaliste, nous avons la liberté de commenter les actes posés par n'importe qui. Mais les commentaires doivent se faire par rapport aux faits. Toi-même, tu as dit quelque chose ici plusieurs fois. Didier vient de le répéter. Nous rentrons dans un nouveau processus. C'est une nouvelle école d'apprentissage. Bon. Personne d'entre nous, ceux qui ont écrit leurs commentaires dans le journal, n'ont pas lu la loi sur la décentralisation. Et même s'ils l'ont lu, ils sont obligés de temps en temps de s'adresser en tant que journaliste aux personnes ressources comme M. Abouvé, autres du ministre de la Transition, pour faire éclairer les choses. Quand moi j'ai appris la chose à la dernière fois, j'ai immédiatement appelé un ami à Cotonou. La réponse est tombée drue. Le marché d'Antokpa n'est pas géré par la mairie de Cotonou. Il y a une structure spéciale. Bon, donc le problème n'est pas que quand nous ne savons pas quelque chose, nous disons que le visage idée de... Au Togo, nous parlons très facilement de la démocratie. Mais nous ignorons l'état de droit. Ça fait deux choses qui vont toujours de pair. C'est pourquoi je dis qu'avant que nous engagions un débat sur un sujet donné, nous les journalistes faisons d'abord l'effort de nous informer nous-mêmes. Et là, on a fait venir une personne ressource. Parce que nous sommes censés ne pas savoir. Bon, donc lisons, au lieu de lancer des commentaires pour dire que le visage est idéal, tout ça. Donc, nous ridiculisons, nous les journalistes. Merci Lucien, mais quand quelqu'un ne comprend pas, la personne a le droit de dire que je ne suis pas rassuré, et c'est l'exercice que nous faisons. Uriel, vous avez un petit commentaire à ajouter? Non, commentaire, parce que on va continuer, tout va de soi. Non, le problème, c'est que oui, Didier. C'est que en même temps, on a l'impression que ça devenait tufu à un moment donné, avec loi de 2007 modifiée par et voilà, le juridisme là a posé terriblement de problèmes. Et après, il a relevé également un fait essentiel, c'est que la loi soit encore modifiée 5 jours avant les élections, qui n'a pas fait objet véritablement de consensus, mais bon, on va pas rouvrir ce débat-là. Donc, ça aussi, ça pose problème. Les gens n'ont peut-être pas eu le temps, pendant qu'ils étaient en campagne, ils n'ont peut-être pas eu le temps de regarder. Après, ils ont découvert ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est comme, répétons-le, nous démarrons un apprentissage qui va durer dans le temps. Oui. Et d'ici 6 ans,
les maires, peut-être ils vont prendre goût. Et quand vous allez dire que ils sont réduits, ils vont plutôt dire que ils sont tout puissants. Nous allons passer nécessairement aux auditeurs, mais parce que cette question qui tient à la composition du district autonome de Lomé. Ils seront 53, le gouverneur, 26 qui viendront des 13 communes du Grand Lomé, et puis 26 nommés par le président de la République. C'est là l'inquiétude. Comment est-ce que des personnes élues risquerait d'être supplanté par des élus, par ceux qui seront nommés par le président de la République. Non, frère Sass, je voudrais vous clarifier quelque chose. Le district autonome du Grand Lomé est une entité territoriale particulière qui respecte les règles de la déconcentration et de la décentralisation. Je tiens à le préciser encore, une fois que ce district autonome aura à respecter le principe de la libre administration. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les gens qui seront nommés, les personnes qui seront nommées par le gouverneur et les 26 personnes qui seront nommées en conseil de ministres seront des personnalités qui vont siéger au sein du conseil du district autonome du Grand Lomé et qui vont collaborer avec les autres conseillers que les communes vont envoyer dans ce district. Vous savez, l'État pouvait créer ce district et nommer juste des gens qui vont gérer le district. Mais je crois que c'est le souci vraiment de collaborer avec les collectivités, c'est-à-dire les communes, que l'État a préféré que les conseillers de ces communes aussi siègent au niveau du district. Pourquoi? Parce qu'il s'agira de réfléchir sur certains grands problèmes de la capitale. Il faudrait que les représentants des communes soient présents. Donc, ce que nous disons, le gouverneur, je tiens à le dire encore, le gouverneur n'est pas le supérieur hiérarchique des maires. C'est-à-dire le gouverneur ne va pas se lever comme ça, dicter ce que les maires doivent faire. Les maires sont des autorités locales qui fonctionnent selon le principe de la décentralisation, c'est-à-dire qui ont leur loi. Ça veut dire que eux, ils ont leur domaine de compétence, ils savent comment faire leur travail. Maintenant, les grands projets que l'État fait, les grandes décisions qui seront prises au niveau du conseil vont concerner les projets d'envergure, c'est-à-dire les grands projets ou bien les grands sujets que les communes ne peuvent pas aborder compte tenu de leurs moyens. On appelle ça le principe de subsidiarité. Et je dis que il y a l'autre principe qui est dedans aussi, qu'on appelle principe de l'inexistence de hiérarchie. C'est-à-dire que dans les collectivités, au niveau des collectivités territoriales, aucune collectivité n'exerce la tutelle sur l'autre. C'est que, par exemple, la région ne peut pas établir ou bien exercer la tutelle sur la commune. Donc, quand nous aurons élu les conseillers régionaux, cela ne voudra pas dire que le conseil régional, par exemple, aura des ordres à donner au conseil municipal. Chaque organe a son pouvoir, son autonomie. Donc, en matière de décentralisation, ce n'est pas comme dans le cas de la déconcentration, où le directeur régional peut donner l'ordre au directeur préfectoral. Dans le cas de la décentralisation, les choses ne se passent pas comme ça. Cela voudra dire que chaque entité aura à prendre ses décisions, bien aura à agir selon son niveau son degré de compétence. C'est comme ça que les choses vont fonctionner. Donc, le conseil régional, par exemple, n'aura pas pris une décision qui est du ressort d'une commune. Si ce que la commune doit faire, si l'action menée, c'est du ressort de la commune, c'est le conseil municipal de la localité qui prend la décision dans ce cas-là. Mais si l'action dépasse la capacité des communes, alors ça remonte au conseil du district autonome. Merci. Ce que je retiens, c'est que nous devons tous aller à l'école de la décentralisation, lire la loi, écouter les personnes ressources, bien comprendre pour ne pas dire des bêtises. 93.5 Canal FM. Nous avons juste parlé de deux sujets aujourd'hui, les corps habillés à l'endroit et à l'envers, et également la décentralisation avec les nouveaux maires qui font passation à partir d'aujourd'hui, et le gros débat autour du district autonome du Grand Lomé, pour lequel nous avons invité monsieur Pascal Edo Agbové, que vous avez suivi. Maintenant, la parole est à vous. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Pelé. Oui, c'est monsieur? Pelé. Pelé. Oui. Ok. Nous vous écoutons. Concernant les élections locales là, oui. Vous savez, ce régime-là ne voulait pas aller à ces élections locales là. Il a fallu l'intervention de l'Union européenne, tout ça là, avant qu'ils se sont précipités. D'abord, ils ont fait couper Lomé en deux et ils savent que ça ne peut pas aller. Et ils ont divisé ça en 13, pardon. Mais l'essentiel, c'est GOF 4 et GOF 2.
Quand ils ont perdu, quand ils savent à la dernière minute, quand ils sont en train de savoir qu'ils vont perdre GOV 4 et GOV 2 au détriment de l'opposition, c'est pourquoi ils sont en train de précipiter pour faire des lois bidons là. Eux-mêmes, ils écrivent des lois, même ils ne les respectent pas. Donc, c'est l'essentiel pour ces élections-là, c'est GOV 4 et GOV 2. Donc, l'opposition a gagné ces élections-là. Là, c'est le côté chose-là. Concernant affaire du bois, là, ce ne sont pas les officiers qui vont faire cette affaire-là. C'est la minorité qui s'accapare l'argent du pays qui envoie ces gens-là à le faire. Merci. Et au détriment de la majorité qui s'accapare à la maison. Vous avez, c'est votre droit de ne pas être d'accord avec la loi, mais dire loi bidon, c'est un peu comme manquer de respect à la République. Pascal Agbové, maintenant vous lui répondez. Non, je crois que nous venons de le dire. Hein. Cette disposition est déjà consignée dans la loi avant les élections municipales même. Je tiens à le préciser que la loi votée le 25 juin 2019 par le Parlement a déjà prévu le district autonome du Grand Lomé avec la nomination d'un gouverneur. C'est déjà précisé. Le projet de loi que le gouvernement vient de prendre, c'est pour définir les modalités d'organisation de fonctionnement de ce district autonome. Et c'est en accord avec l'article 324-5 de la loi votée le 25 juin 2019 et promulguée le 26 juin 2019. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Je salue votre invité là. Merci. Il fait un bon boulot, mais votre collègue là dit que inutile, rien n'est inutile. Donc, moi j'ai deux petites questions à lui poser. À qui? À notre invité? François Boubou là. Oui. Il est bon. Merci. Ma première question, c'est de savoir que le salaire des mairies en juin, c'est l'État qui propose ou bien c'est le conseil de la mairie qui les propose. Le deuxième point, ceux qui seront les conseils qui seront choisis par mairie pour former le conseil du district. Conseil là. Parce que bon, dans une mairie, on sait que c'est le maire qui a un salaire. Le reste là, c'est comment là, ils ont jeton de présence. Ils ont un salaire de leur séance quoi. Bon, ceux qui seront désignés pour la conseil que le conseil de l'Union vient de proposer aura un salaire. Bon, les 26 là, leur salaire provient, les 26 que le chef de l'État va nommer, leurs salaires vont venir de la mairie ou bien c'est le chef de l'État même qui leur propose le salaire. Merci. Pascal, vous lui répondez à notre ami? D'accord. Les indemnités des maires et des conseillers municipaux seront fixées par arrêté conjoint du ministre, signé par le ministre de l'administration territoriale et du ministre des Finances. Il n'a qu'à lire ça, le dernier alinéa de l'article 111 de la loi. Article 111 de la loi, dernier alinéa. Merci. Aussi bien les maires que les délégués des 13 communes. Oui, on dit qu'un arrêté conjoint sera pris pour déterminer la grille de rémunération. Donc, voilà. Et maintenant, il a posé la question concernant les conseils, les membres du conseil du district autonome. Oui. Je crois que une disposition sera prise pareille. Merci. L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Ah oui, bonjour, monsieur Sam. Oui. Salut à tous et à toutes. Nous vous saluons aussi. C'est monsieur? Oui, monsieur Noé. Noé. Oui. Ok. Moi, je voulais intervenir concernant le trafic des bois dont impliqués les officiers de l'armée du Togo. Et lorsqu'on parle de l'alternance, on doit en tenir compte de ces réalités. C'est ça que notre opposition n'arrive pas à maîtriser. Ces réalités du pays. Vous voyez ici, ils sont impliqués dans le trafic du bois et dans d'autres trafics. Vous voyez, ces autorités militaires et civiles, d'ailleurs on parle des ministres qui détournent des lieux publics, des directeurs des services d'État, des services privés. Cher ami, il ne faut pas faire amalgame. Nous sommes partis de l'incident de Davier. Oui. Je ne sais pas si c'est opportun de dramatiser et d'englober toute la vie avec ces non, ce n'est pas pour dramatiser, c'est pour faire comprendre cette réalité du pays. Lorsqu'on parle de l'alternance, on ne doit pas ignorer ces réalités. On doit préparer le terrain d'avant. C'est-à-dire négocier des choses loin des micros, des caméras. Merci. Avec les tenants du pouvoir. Parce que si on fait d'ignorer ces réalités, ils ne sont pas prêts à pouvoir laisser la place à la tenance comme ça. Merci. D'être assurés sur leur avenir. Merci, Noé. C'est des gens qui sont répréhensibles. Merci. Maintenant, Noé, on a compris l'essentiel. Lucien, vous le répondez en 30 secondes? Non, le problème qu'il pose, je le dis toujours, nous sommes à la démocratie, c'est quelque chose de très vaste. C'est que
il y a tous ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui sont souvent corrompus. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui se corrompent. C'est les citoyens qui les corrompent. Donc, quels que soient ceux qui viendront, et ça, nous le souhaitons sérieusement, nous devons veiller pour que la corruption cesse chez nous comme partout. Les citoyens togolais doivent prendre conscience de leurs droits et le défendre. Merci. Merci, l'auditeur qui attend déjà en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Johannes. Johannes, oui. Je suis désolé, mais il ne s'agit aucunement d'une question de corruption. Quand les autorités s'impliquent dans des trafics, ce n'est nullement une question de corruption de la part de la population. Je suis désolé d'entendre ça. Deuxième chose, ce qui pose problème au niveau du gouverneur du district, ce n'est pas son existence, mais ses attributions. C'est bien de dire que la loi a été votée au moment où l'ancienne législature était encore en place à l'Assemblée. Mais est-ce que les termes qui ont été votés en ce temps, ce sont les mêmes termes que nous retrouvons aujourd'hui? Quand la loi est modifiée, on peut voter une loi qui, aux yeux de l'opposition, ne va pas empêcher les attributions régaliennes des maires, mais au moment où cette opposition n'est plus à l'Assemblée, on modifie la loi. Merci, Johannes, on a compris l'essentiel. Pascal, de la loi votée par sous l'ancienne législature 2018. À ce qui a été fait en juin dernier, est-ce que l'essentiel des termes y est? Absolument. Ce que j'avais lu tout à l'heure, c'est dans l'ancien texte 323. La loi qui est votée le 31 janvier 2018, par l'ancienne législature, je reprécise, l'article 323 dit: le district autonome est une entité territoriale particulière. Il est régi par des règles de la décentralisation et de la déconcentration. Le district est créé par la loi. L'article 324 de la même loi dit: le district autonome regroupe un ensemble de communes et de préfectures en tant que collectivité territoriale et de préfectures en tant que subdivision administrative. L'article 325 qui est supprimé lors de la dernière loi qui est votée le 25 juin 2019, parce que là, on a précisé maintenant que Lomé, il y a un district autonome du Grand Lomé. C'est-à-dire que l'État peut se baser sur cette disposition pour créer encore un autre district autonome, par exemple à Kara. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est la loi qui vient d'être, le projet de loi que le gouvernement vient de prendre, c'est juste pour détailler les modalités d'organisation de fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. On pourra prendre une autre loi plus tard pour créer d'autres districts autonomes. Il y a un auditeur qui attend en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous. Je vous ai interpellé sur WhatsApp. Les policiers sont en train de nous foutre la merde au niveau du rond-point Badago. Ici à Badago. Et pourquoi? Ben, ils disent que les plaques sont illisibles. Pourtant, il y a la plaque derrière. Et le chiffre de la plaque est en relief. Mais ils nous prennent l'argent. Ah bon? Ici au carrefour Tokwang Badago? Oui, Tokwang Badago. On vous arrête pour illisibilité de vos plaques? Oui. Mais c'est pas vous qui avez posé les plaques, c'est la direction des transports routiers ferroviaires. Voilà, grand frère Sass Gaou. Merci. Voilà, on vient d'en être saisi à chaud. Le ministre Didier? Oui, évidemment, on emploie. Qu'est-ce que nous on peut dire? On interpelle le ministre directement. Si le ministre de la Sécurité a des explications à donner ou a quelque chose à faire avec ça, c'est ça. C'est pas le conducteur de la moto qui a décidé à ce que la plaque soit illisible. C'est la direction des transports routiers et ferroviaires, notamment par le service de la Sotopla, qui pose la plaque, puis prend de l'argent, pose la plaque. Si après quelque temps, la plaque se décolore et que ça veut dire qu'ils ont fait un produit qui n'est pas de qualité. C'est pas la faute au propriétaire des motos. C'est pas la faute au propriétaire des motos. C'est pas pourquoi on les arrête. Des problèmes là où il n'y en a pas. Évidemment. Nous en avons déjà suffisamment beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, allô, c'est monsieur Kodjo. Oui, bonjour Kodjo. Nous saluons notre expert. Je voudrais lui poser une question. Allez-y, il vous écoute. On nous dit qu'il y a Lomé, il y aura un gouverneur et que
l'hôtel de ville sera occupé par ce gouverneur. Maintenant, est-ce que là où va siéger, par exemple, le maire du Golfe 4, cette place-là, ça peut contenir ceux qui vont faire célébrer les mariages? Est-ce que c'est le gouverneur qui va célébrer les mariages dans notre hôtel de ville? Donc, j'aimerais que notre expert nous dise quelque chose sur ce point. Merci, Pascal. Non, je crois que il est du ressort de l'État de mettre à la disposition des conseillers municipaux des infrastructures appropriées pour l'exercice de leurs fonctions. Si le local qui est confié au maire ne sont pas conformes ou bien le local ne répond pas aux normes, puisqu'il faut quand même une grande salle de délibération. Donc, nous avons appris que les locaux qu'on a confiés au maire actuellement n'ont pas assez d'espace pour vraiment certaines activités. Je crois que l'autorité est à l'écoute et conformément à la loi, il appartient à l'État de mettre les moyens matériels, humains et financiers à la disposition du conseil municipal. L'autre question de Kodjo, l'ami Kodjo, qui va célébrer les mariages non, ici? Les maires. C'est les maires oui. Des communes. Les maires, c'est leur attribution. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est monsieur Kokou. Oui, après Kodjo, Kokou. Nous vous écoutons. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je voudrais poser quelques questions à monsieur Pascal. Allez-y rapidement, faute de temps. Je voudrais savoir, lorsqu'on parle de ce système de gouverneur, on nous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, qu'on a la même chose à Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir quel est le nom du gouverneur de la ville d'Abidjan. Monsieur Pascal. Non, monsieur, je pense que ça c'est pas quelque chose d'important. Vous pouvez aller chercher, comment s'appelle le maire ou bien le gouverneur de telle région. Oui. Autre question plus importante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Ce que je ne connais pas, je peux demander qu'on puisse me donner. Ok, après l'émission, il n'a qu'à m'écrire. Je vais lui donner mon numéro, je vais lui donner ça. Maintenant, votre deuxième question. Vous ça sur l'antenne? Non, s'il vous plaît, l'ami Kokou, nous sommes sur un sujet d'importance. Oui, mais je ne vous comprends pas. Eh bien... Bon, je ne connais pas. Bon, je ne connais pas le nom du gouverneur d'Abidjan. Nous sommes reconnaissants à l'endroit de nos amis auditeurs, mais soyons dans le vif du sujet. Nous traitons des choses importantes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, disons, un village planétaire. Il a qu'à aller sur l'internet, tu allais vers Abidjan. Merci. Il y a du gouverneur. Un petit, une obligation commerciale et nous venons pour conclure. 13.5 Canal FM. Nous revenons ici pour conclure cette émission. Comme c'est une tradition, nous commençons par notre invité Pascal Edouard-Bové. Le temps ne nous a pas suffi d'aborder tous les aspects de la question. Nous y reviendrons prochainement en cas de besoin. Oui, je voudrais d'abord vous remercier et rassurer mes compatriotes togolais que nos maires qui sont élus à la tête des communes du Grand Lomé maintiennent toujours leurs compétences, ils ont toujours leur pouvoir, ils vont agir selon le niveau de compétences que la loi définit pour toutes les communes au niveau national. Maintenant, pour le district autonome du Grand Lomé, nous devons faire un effort nous allons attendre. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore eu le test complet du projet de loi. Quand nous aurons le test en mai, nous allons revenir ici. S'il y a des insuffisances, il y a des difficultés, alors nous pourrions vraiment revenir pour expliquer cela à tout le monde. Mais pour l'instant, chacun n'a qu'à garder son calme. On n'a pas réduit les compétences des maires du Grand Lomé. Ils ont leurs compétences et tout ira bien. Merci. Donc, à la prochaine de votre passage dans ce studio. Maintenant, vous avez 1 minute, 60 secondes chacun pour insister sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, avec votre carton de fin d'émission, Uriel Enyang. Oui, moi, je pense qu'en lieu et place, j'ai 2 points très importants. D'abord, c'est une doléance ou bien c'est un souhait que, au vu des questions et des interventions sur la décentralisation, il urge que ce document soit complètement dispensé dans nos établissements scolaires et universités. Et au-delà de ça, les nouveaux maires élus, si on peut prévoir un bon temps pour les former parce que des gens sont élus, ils ne connaissent pas complètement leur rôle, ça serait très important. Au vu de toutes les interventions et questions, je le dis. Pour en finir, un auditeur parlait des trafiquants de bois, il assimilait trafiquants
et alternance. Moi, j'ai dit, bon, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens ne sont pas encore à l'abri de leurs besoins. Mais il faut faire extrêmement attention. Je ne vois pas tellement un rapport entre trafic de bois et alternance. Ceux qui ne sont pas encore à l'abri des besoins, ils peuvent chercher autrement que de trafiquer le bois pour créer des soucis. Et ne pas violer la loi. Et maintenant, votre carton? Je donne un carton vert au service néonatologie du CHU Campus pour les efforts fournis et pour le travail qui ne cesse d'abattre. Ça doit leur faire plaisir. On leur donne tellement de cartons rouges. Maintenant qu'ils en ont un carton vert, ils doivent mettre ça précieusement dans leurs archives. Didier Assogba. Moi, je voudrais également nous exhorter à l'apprentissage de la démocratie. Je crois que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Surtout que c'est un processus qui vient de démarrer et que nous, jeunes, ceux qui sont à l'écoute, comme d'autres personnes également, pourraient être tentés demain par l'aventure de conseiller municipal ou de maire. Il faut apprendre beaucoup pour que cette phase de balbutiement passé, on puisse maîtriser véritablement le processus et savoir ce à quoi s'en tenir dans le futur. J'ai un carton, il doit être rouge pour l'éternel Claude Leroy, qui a encore fait les résultats qu'il sait faire le mieux à la tête du Togo, c'est-à-dire une défaite et un match nul. C'est tout ce qu'il a pu faire encore 2 matchs joués dans le cadre de ces journées FIFA. Il s'est fait battre et il n'a eu qu'un match nul, pendant que d'autres équipes rivalisent avec le Brésil, de grandes sélections. Merci pour la carton rouge à Claude Leroy. Lucien Gossou-Mensan. Non, ce que je voudrais dire, c'est que l'État qui sait qu'ils ont fait les choses, l'organisation des élections locales, tout ça dans la précipitation, doit faire un travail pédagogique. Il faut que toutes les associations de presse au Togo organisent des séminaires à l'endroit de leurs membres. Parce que cette histoire de décentralisation, bon, par exemple, quand on parle de décentralisation, quelque part on a dit, s'agissant du grand district, on parle de décentralisation et de déconcentration. Ceux qui n'ont jamais fait l'administration ne comprennent pas ce qu'on appelle déconcentration. C'est pourquoi c'est dans le cadre de la déconcentration que le chef de l'État nomme les 26 membres du grand district. Bon, ça dit que si les deux vont de pair, il faut qu'on l'explique. Donc, besoin de formation. Ce que lui, notre frère vient de nous expliquer, n'est que le début. Il faut que ça soit organisé au niveau national. Expliquer, ce que c'est que la décentralisation, parce que c'est un processus qui va très loin. Merci. On va conclure par votre carton, Lucien. Non, pour cela, je ne veux même pas donner des cartons. Merci. Si on ne veut pas expliquer, nous allons donner des cartons. Merci pour votre disponibilité. Pascal et Douabové, vous montrez disponible pour nous suivons le processus de près. Et si, quand il y aura un peu il y aura d'anomalie par endroit, nous reviendrons expliquer ça à nos compatriotes. Merci, bon appétit à toutes et à tous. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.